Bonjour et bienvenue à tous. Avant de vous présenter les intervenants et commencer ce webinaire, voici quelques points d'ordre administratif. En bas de l'écran du webinaire, vous avez une barre d'outils. Utilisez-la pour accéder à toute une série d'applications telles que la biographie des intervenants, la liste des documents et sources disponibles sur le sujet, ainsi que le support technique. Cliquez sur une application et elle s'ouvrira sur votre écran. Toutes les applications sont redimensionnables et mobiles, alors n'hésitez pas à les déplacer pour profiter au maximum de l'espace sur votre écran. Veuillez soumettre vos questions tout au long du webinaire dans la boîte de questions-réponses et nous essayerons d'y répondre à la fin. Si toutefois nous n'avions pas le temps, nous les publierons les réponses ultérieurement. Pour une meilleure expérience de visionnage, nous vous recommandons de fermer tout programme et toute session de navigateur fonctionnant en arrière-plan. Cela vous aidera à économiser votre bande passante. Et certains réseaux font que les slides avancent plus lentement que d'autres. Il est recommandé de vous déconnecter de votre VPN. Et si vos slides sont un petit peu décalés, appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Enfin, vos commentaires et vos feedbacks sont importants pour nous. Donc, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction qui se trouve aussi sur le webinaire, alors, à la fin du webinaire, mais aussi disponible à tout moment sur la plateforme. Voici. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Laurent Crastre et à nos intervenants du jour et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On va parler du marché du blé aujourd'hui. On va dérouler les fondamentaux de l'offre et de la demande sur cette fin de campagne 21-22 et puis on va essayer de voir un peu, malgré toutes les incertitudes, ce qui nous attend pour 2022-23. Donc on va attaquer ce thème-là avec plusieurs intervenants. Honneur aux dames. Hélène, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Hélène Duflo, je suis analyste du marché des grains chez Étalage depuis plusieurs années. Donc j'ai travaillé sur l'orge et l'orge de brasserie et puis maintenant je travaille sur le blé. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Étalage, on fait de la prévision agroéconomique sur les principales céréales, les oléagineux, mais aussi sur le biocarburant. Donc voilà, notre travail, c'est de prévoir si les prix ont un potentiel de baisse ou de hausse en fonction de notre travail sur l'analyse fondamentale. Ok. Isa? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Isor Perrault, analyste et consultante sur le marché des grains chez Agritel et spécialisée entre autres aussi sur le marché des engrais. Donc, je vais intervenir aujourd'hui sur le marché des engrais. Je suis issue d'une formation d'ingénieur agronome. Pour présenter Argus Media France, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'analyse de marché, donc sur les marchés agricoles, céréales et oléagineux. On fait aussi du conseil sur les stratégies de vente et d'achat auprès de nos clients, sachant qu'on travaille avec l'ensemble de la filière, que ce soit des agriculteurs, des organismes stockeurs, des industriels ou des partenaires de l'agriculture, ce qui permet d'avoir une vision un peu globale. On fait aussi des formations sur les différentes stratégies qui peuvent être mises en place de gestion de risque de prix auprès des professionnels et des crop-tours. J'ai la chance de partir en Roumanie dans 2 semaines pour faire un peu un état des cultures en sortie d'hiver et on publiera suite à ça aussi une estimation de production. Juste pour faire un petit point, Argus Media France, Argus Media, c'est pas qu'une équipe française, c'est une équipe mondiale. Argus Media, c'est un groupe qui est basé dans plus de 50 pays, qui à la base est spécialisé sur le marché des énergies, donc tout ce qui va être engrais, biofuel, pétrole, gaz, etc. Et globalement, donc chez Argus Media France, on a la chance d'avoir notre expertise sur les marchés agricoles qu'on combine aussi donc avec cette vision sur les marchés des énergies et notamment donc sur le marché des engrais. Ok, merci. Alexandre? Bonjour à tous, Alexandre Bois, je suis responsable de l'analyse de marché chez Sigma Conseil. Sigma Conseil, c'est la filiale qui appartient à la coopérative Scale, basée en Eure-et-Loire en France, qui a un pôle négoce export qui contient 2 sociétés, Sigma Conseil et Le Cureur qui est bien connu puisque c'est un des 3 principaux exportateurs de blé français. Et Sigma Conseil, c'est la filiale spécialisée en analyse de marché sur le marché des grains.
la spécificité de Sigma Conseil, c'est d'être adossé à cette société de trade, ce qui permet d'avoir accès aux informations de marché privilégiées du trade, et notamment donc au réseau du trade de l'Ecureur, et puis surtout tout ce qui est calcul de compétitivité de prix à destination, ce qui permet d'affiner les perspectives d'exportation notamment et la vision du bilan français. Ok, merci. Et pour ma part, donc, je suis analyste sur les marchés agricoles pour Refinitiv, qui appartient maintenant au groupe LSEG. Donc, on va attaquer avec un élément de contexte que vous connaissez tous. Donc là, on a plusieurs courbes qui nous montrent l'évolution du prix du blé, avec en pointillé ce que prévoient les futurs pour les mois qui viennent, aux US ou en France sur Euronext. Donc, on est dans une situation avec des prix historiquement élevés, un marché particulièrement compliqué qu'on va aborder juste après. Dans un premier temps, on va se concentrer sur les flux, puisqu'on a de grosses questions sur les flux qui peuvent sortir de la mer Noire et de la mer d'Azov actuellement. Si on regarde cette carte-là qui montre chaque point vert représente un bateau en circulation sur ce territoire, finalement, on voit que les flux en dehors de la côte ukrainienne restent assez actifs. On peut prévoir aujourd'hui à peu près 1,7 million d'exports sur Mars par Russie en blé tendre. Pourrait y avoir plus d'1 million de tonnes départ Roumanie et Bulgarie aussi, ce qui a des chiffres qui sont supérieurs à ce qu'on a vu l'année dernière finalement, contre ce qu'on pouvait attendre finalement, et malgré les problèmes logistiques qu'on a sur la zone. Donc je sais pas, alors on va parler des flux départ Russie et de la zone, on va dire généralement, mais et puis aussi de leurs impacts sur les flux au départ des autres principaux exportateurs. Hélène, si tu as quelque chose sur ce sujet-là. Donc, tout le monde regardait beaucoup les line-up au départ de la Russie sur le mois de mars. Après, on sait que l'exclusion des 7 banques russes du système de paiement SWIFT n'a pas été immédiate après les annonces, qui s'est passé au moins 15 jours. Et on peut imaginer que les chargements ont été maximisés pendant cette période-là. Après, c'est surtout le mois d'avril qui sera, je pense, le plus intéressant à regarder pour voir l'impact de la guerre sur les chargements au départ de la Russie. Vous attendez un impact fort de l'exclusion du système SWIFT. On a vu aussi ce matin que les échanges de grains seront conditionnés au paiement en rouble aussi, apparemment. Pour vous, ça devrait ralentir peut-être plus qu'on l'a vu sur Mars. Oui, après, on ne s'attend pas à un énorme impact pour autant, puisqu'il y a des solutions qui sont trouvées par les importateurs. Après, on imagine que le business va continuer à se faire, notamment avec des pays comme la Turquie, comme les pays aussi voisins de la Russie, que ce soit par le terrestre, pour le maritime pour la Turquie. Donc on pense qu'il y aura un impact, mais pas un sévère impact non plus. Je rebondis sur ce que dit Hélène Laurent. Hein. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y aura peu d'impact. Quand la guerre a éclaté, on a commencé à voir les flux ralentir en mer d'Azov et on a pu penser qu'il allait avoir des conséquences plus importantes. Mais c'est clair que quand on regarde le line-up depuis un mois, ça a finalement assez peu ralenti. Les éléments, pour nous, on est parti sur un rythme pour faire 2,2 millions de tonnes d'exportation de blé russe sur Mars en incluant les flux vers l'Union économique eurasiatique, donc les flux terrestres. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des offres en mer Noire qui ressortent, des offres FOB russes, qui sont assez discountées en FOB, mais qui sont redisponibles. Et il y a des pays importateurs qui peuvent les payer. Donc évidemment, on pense à l'Iran en premier lieu parce qu'il y a un business qui est assez régulier cette année, et puis un pays qui était soumis à des sanctions politiques comme l'Iran a réussi à acheter en Russie toute la campagne. On pourrait imaginer que ça continue, même si c'est la Russie qui est pénalisée actuellement. Et donc pour l'instant, nous, on a maintenu notre hypothèse d'exportation russe à la fin de la campagne qui permettrait d'atteindre le quota. Donc finalement, pas de conséquences par rapport à ce qu'on prévoyait avant la guerre.
Si on regarde, même si une bonne partie des échanges est déjà déterminée sur la fin de campagne, en termes de compétitivité, finalement, les blés russes sont particulièrement compétitifs, mais néanmoins, il y a un élément qu'on a du mal à prendre en compte, qui est très variable, associé au coût d'assurance et aux capacités des intervenants du marché à affréter des bateaux, tout simplement, vers la zone. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez que ces éléments-là, comment vous arrivez à les interpréter, ou pour le moment, avec les échos que vous avez, et est-ce qu'on ne peut pas peut-être avoir plus d'impact sur avril, mai, juin que vous le pensez pour le moment? Le problème du fret, je te laisse la parole. Merci Alexandre. Il y a des armateurs qui m'ont quand même refusé d'aller charger en mer Noire. C'était le cas il y a 15 jours. Après, les échos là-dessus se sont un petit peu calmés. Il y a aussi eu des nouvelles sur les mines qui dériveraient en mer Noire, qui auraient été au départ installées dans les ports ukrainiens et qui dériveraient en mer Noire, qui ajoutent en plus au coût d'assurance qui était déjà élevé avant même ce genre d'information. Après, cet impact, il est difficile à évaluer, et plus le temps va passer sans incident, plus on peut imaginer que le prix des assurances va s'éroder au fil des mois. Ouais. Un des points qui est intéressant à avoir en tête, c'est la politique aussi de chaque société. La compliance notamment, hein, puisque en fonction des structures, des négociants internationaux, il y a le droit encore d'affréter des bateaux pour repartir au départ de la Russie ou pas. Déjà, est-ce que chaque société l'autorise ou l'autorise pas? Et après, comme l'a bien dit Hélène, les coûts de fret sont beaucoup plus élevés au départ de la Russie, mais ça se fait encore. Il y a quelques semaines, on entendait que c'était plus possible du tout. Maintenant, ça peut se refaire un petit peu en payant des grosses primes. Donc, c'est une question vraiment de... Normalement, le discount FOB en ce moment, il est suffisamment important pour permettre d'affréter les bateaux au départ de la mer Noire pour les structures qui sont encore autorisées à le faire. Donc, ça limite quand même les possibilités, certes, mais c'est toujours possible. Ok, oui, de mon côté, j'ai pu entendre, on va dire, c'est très difficile à dire parce que très dépendant d'un flux à l'autre, mais en moyenne, un premium de l'ordre de $20 tonne à rajouter sur le FOB pour prendre en compte ces problèmes-là. Je sais pas, bon, avec beaucoup de variabilité, j'imagine. C'est ce qu'on entend aussi. Hein. C'est ce que vous entendez aussi, ok. Donc finalement, les flux assez peu perturbés départ Russie, Roumanie, Bulgarie. L'Ukraine est une autre histoire, malheureusement. Mais bon, peut-être moins inquiétant que ce qu'on pouvait entrevoir il y a encore quelques semaines pour le marché du blé. Ouais. Du coup, peut-être que si on synthétise un peu la situation, l'impact flux, il est finalement limité aux 5 millions de tonnes ukrainiens qui étaient prévus de sortir d'ici la fin de la campagne et qui finalement ne seront pas sortis. Et toute la question de la fin de campagne, ça va être qui va compenser ces 5 millions de tonnes de baisse d'export ukrainien en termes d'origine et ou en termes de destruction de demande. Alors, avant d'attaquer la partie demande, on peut peut-être rapidement aborder la partie sur la compensation par les autres exportateurs. Comment est-ce que vous voyez les choses pour le moment, notamment parler des exportations françaises, européennes plus largement? On voit que les blés d'Amérique du Nord restent très peu compétitifs. On a l'Inde qui est active sur le marché, de même que l'Australie. Comment vous voyez ça de votre côté? Pour la France, c'est sûr que là, les choses se sont quand même bien détendues avec l'Algérie. Les relations sont beaucoup plus apaisées. On a vu sur le dernier appel d'offres, alors pas l'achat d'hier, mais le précédent, que la France avait remporté une très grosse partie de cet achat. Donc il y a vraiment une possibilité pour la France de réaliser de belles performances sur l'Afrique du Nord, notamment sur l'Algérie. Ensuite, pour les autres origines, ce qu'on peut voir, nous, c'est l'Inde qui, avant même le début de la guerre, réalisait une très belle campagne parce qu'elle a eu une très belle production. On voit qu'il y a beaucoup de négociations qui se font, même avec l'Égypte, pour pouvoir exporter du blé indien sur l'Égypte. Alors, ça concernera peut-être plutôt la campagne 2022-2023. Et puis aussi l'Australie, qui, elle, a eu une super récolte en 2021, qui a été très compétitive sur l'Asie et qui continue de l'être. L'Argentine, elle, se positionne plutôt pas mal sur l'Afrique subsaharienne en ce moment.
Si je rebondis sur ce que dit Hélène, je suis tout à fait d'accord. L'Inde, qui est peut-être le pays qui bénéficie le plus de cette situation, même si les prix étaient déjà hyper compétitifs par rapport aux origines hémisphère nord avant l'éclatement du conflit. Nous, on a monté notre chiffre d'exportation en Inde à 9,5 millions de tonnes, donc en forte hausse par rapport à il y a 2 mois, on va dire. Un nouveau record pour ce pays. L'Australie bloquée par sa limite logistique pour l'instant, donc ça ne changera pas l'effet au départ de l'Australie. Et donc les principaux pays qui bénéficient de ce problème en Ukraine, c'est donc Inde, Argentine, on a monté un petit peu les flux, puisqu'évidemment on est sur un pays qui récolte le mois de novembre-décembre, donc si on redonne une situation à fin juin, ils ont pu avancer un petit peu les flux sur la première partie de campagne et ils feront sûrement un petit peu moins sur juillet-novembre. La France bénéficie un petit peu davantage de demandes également. Et comme Laurent l'a dit, par contre, toujours pas de switch de demande sur les États-Unis, ce qui se voit notamment dans les ventes américaines qui sont bien en retard par rapport à l'objectif d'export de l'USDA et qui vont sûrement obliger l'USDA à revoir son chiffre d'export à la baisse. Peut-être qu'on parlera du bilan français plus spécifiquement un peu plus tard, j'imagine, donc peut-être pas entrer dans ce sujet-là maintenant, je ne sais pas. On pourra l'aborder en conclusion, peut-être plus en détail. On va essayer de rester avec un point de vue monde pour le moment. On pourra revenir sur les implications pour le bilan français sur la conclusion, je pense. Pour ce qui est de la demande mondiale, donc avec ces niveaux de prix particulièrement élevés, sur la fin de campagne 21-22, on peut s'attendre à une baisse de la demande. On a vu l'Égypte annuler 2 appels d'offres d'affilée. On regarde là les derniers chiffres d'incorporation de céréales dans les aliments du bétail en France sur le mois de février à un niveau qui est historiquement faible. Je ne sais pas quelles sont vos hypothèses sur la partie demande sur la fin de campagne 21-22 de votre côté. Je te donne la parole, Hélène. Donc ce qu'on voit, c'est que avant même la guerre, les très hauts prix des céréales avaient déjà réduit la demande en France de la part des fabricants d'aliments. Là, les prix du porc notamment étaient quand même, les marges étaient quand même négatives à un moment donné. Là, on voit que les prix de la viande de porc ont un peu remonté ces dernières semaines. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport à la Commission européenne et ce qu'elle pouvait annoncer en termes d'aide pour le secteur porcin. Je pense que les annonces n'ont pas tout à fait été à la hauteur des espérances, mais parce que justement les prix du porc étaient en même temps en train de remonter. On prévoit quand même de la destruction de demande liée à la guerre sur la fin de campagne, mais pas qu'en France, aussi chez les grands importateurs. Et donc voilà, il y a vraiment 2 effets qui un petit peu se télescopent entre les très hauts prix des céréales déjà avant l'apparition de la guerre, qui avaient engendré une destruction de demande, qui est encore plus appuyée par la flambée des prix du blé au cours de la fin février jusqu'à très récemment. Les prix là maintenant sont à peu près revenus avant la guerre. Ouais. Si je rebondis un peu sur ce que dit Hélène, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir cette hausse des prix, notamment de la viande de porc, qui remonte depuis quelques jours là. On a un peu un double effet finalement. Au moment où les prix des grains ont explosé, il y a sûrement eu des ventes massives des éleveurs qui ont décapitalisé les cheptels, puisque les marges devenaient catastrophiques. Les prix étaient déjà très bas avant la crise ukrainienne, les prix de la viande de porc. Mais finalement, à long terme, des prix des grains qui s'envolent, c'est quand même plutôt haussier pour les prix de la viande, puisque évidemment, si on décapitalise à court terme, on a moins de capacité de production à long terme pour produire de la viande, donc ça raréfie l'offre et du coup, ça fait monter les prix de la viande. Donc finalement, les marges aujourd'hui, elles sont plutôt peut-être presque légèrement meilleures que ce qu'on avait avant le début de la guerre. Donc à court terme, clairement, baisse d'incorporation normalement chez les fabricants d'aliments du bétail, mais à long terme, peut-être que la situation pour la nouvelle campagne sera un peu moins pire que ce qu'on imaginait en termes de mise en œuvre par les FAB au niveau de l'alimentation du bétail. Ça, c'est peut-être pour la partie consommation animale. Si on regarde un petit peu le côté demande à l'importation chez les principaux pays importateurs, on identifie, nous, 2 types d'importateurs. On a d'un côté les pays qui sont des pays pétroliers avec des offices publics. Donc, c'est des pays qui, finalement, bénéficient de la situation actuelle grâce à la hausse des prix de l'énergie, et notamment, on pense à l'Algérie, qui ont des ressources financières supplémentaires et qui, aujourd'hui, sont dans une problématique
de dire on va rassurer les populations en reconstituant des stocks malgré les niveaux de prix des céréales qui sont très élevés, puisqu'on a les capacités financières pour le faire, alors ce qu'on n'avait pas forcément quand le pétrole était 2 fois moins cher. Et donc certains pays ont tendance à suracheter en ce moment, comme l'Algérie, parce qu'ils ont les sous pour le faire tout simplement. On a d'autres pays où il y a pareil une implication forte des offices publics comme la Turquie, où en ce moment le prix est tellement cher que finalement seul le gouvernement a les moyens d'apporter. Et l'Office est en train de contrebalancer le fait que les privés sont très peu présents à l'achat depuis 2-3 mois. Et à l'inverse, il y a toute la partie marché privé où là, ça souffre beaucoup plus. Ça dépend énormément de chaque pays. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, on commence à avoir des gouvernements qui cherchent à agir pour permettre aux meuniers de continuer d'importer malgré la hausse des prix des grains et des prix de la farine qui sont souvent capés sur les marchés intérieurs. Mais généralement, c'est clair que sur ces marchés privés, la tendance va être à une baisse des incorporations par les meuniers, même si quantifier ces choses-là, aujourd'hui, c'est très difficile, parce que c'est très dépendant de chaque pays. Et je terminerai sur un point qui est intéressant pour nous, c'est la Chine, qui évidemment a été un des moteurs de la demande en grains en termes de commerce, de volume de commerce depuis 2 ans, et qui, depuis 3 mois, est quand même très très peu présente aux achats, notamment en France. On pense que les derniers bateaux qui vont charger, ça va être... c'est maintenant, là, jusqu'au 15 mars, on a des chargements pour la Chine, mais après, il n'y a pas d'autres bateaux, a priori, qui sont vendus. Il n'y a pas eu de bateaux US, il y a eu très peu de bateaux au Canada, il y a un peu d'Australie, évidemment. Mais globalement, la demande chinoise, a priori, elle va être très mauvaise sur avril-juin par rapport à ce qu'on anticipait. Et aujourd'hui, les prévisions d'importation en Chine, qui étaient autour de 9,6 millions de tonnes, évidemment, pour la campagne 21-22, elles sont revues en baisse. Alors, pour l'instant, 500 000 tonnes, mais peut-être plus que ça, avec des marges à l'import qui ont beaucoup baissé en Chine. Et voilà, c'est une des zones aussi qu'on regarde un petit peu moins et qui, en ce moment, est en train de casser de la demande. Donc, au global, au niveau du commerce mondial 21-22, nous, on a revu notre chiffre de demande en baisse de 3 millions de tonnes par rapport à la situation avant la guerre. Et si on peut rajouter un point sur la Chine, tu as bien raison d'en parler, il y a quand même une nouvelle vague de Covid avec récemment le confinement de la ville de Shanghai. Donc ça fait des répercussions à moyen terme qui seront importantes. Donc on a un peu tendance à oublier vu le contexte en Europe élargi. Je rajouterai un petit point de mon côté, Alexandre. Tu disais que les marges étaient revenues finalement des éleveurs, étaient revenus à ce qu'on avait avant l'impact du conflit sur les prix. Mais à ce moment-là, les marges étaient vraiment pas flamboyantes. Et d'autre part, effectivement, il pourrait y avoir une reconstitution du cheptel avec une hausse des marges, mais néanmoins, on parle de cycles quand même assez longs. S'il y a vraiment eu une perte de cheptel, il va falloir peut-être attendre au moins 2023 pour que ça se ressente sur la consommation. Je nuancerai un petit peu la reprise de la demande animale de mon côté. Mais, si on regarde finalement à l'échelle du monde, si on parle de stock chez les principaux exportateurs en fin de campagne 2021-22 et de la situation de leur bilan, finalement, on peut s'attendre à une situation tendue, globalement, avec un bilan chez les principaux exportateurs qui va être biaisé du fait des stocks en Ukraine qui ne seront pas mobilisables, ou très peu, et en Russie, où la production était correcte et les exportations souffrent des barrières à l'exportation. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le panorama des principaux exportateurs de votre côté. Il va falloir être assez rapide puisqu'on a encore d'autres sujets à aborder. Comme tu l'as dit, on prévoit des stocks qui s'accumulent en Ukraine du fait des interdictions. C'est impossible d'exporter pour la plupart des ports ukrainiens, même si on a augmenté le poste des pertes qui, on estime, seront très importantes et records en Ukraine. Après, pour les autres grands exportateurs, on prévoit des stocks au niveau européens qui sont pas très importants en France, qui sont plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on a observé ces dernières années. On prévoit aussi des stocks plutôt bas en Argentine et très bas en Canada et US, mais ça c'est un peu lié plutôt au fait qu'ils ont eu une récolte catastrophique en 2021, donc ça s'attendait déjà pas à des gros stocks chez ces deux pays-là. Donc en fait c'est une année où il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Et ouais, les stocks s'annoncent vraiment bas, la situation est tendue pour 21-22. Et c'était intéressant de regarder le bilan mondial si on exclut
l'Ukraine et la Russie du bilan mondial, les stocks sont vraiment pas réjouissants du tout sur 21-22. C'est une vraie forte tension qui se dessine pour cette fin de campagne. Nous, quand on regarde les stocks grands exportateurs, on les regarde à fin juin. Donc, contrairement à ce que fait l'USDA qui regarde en campagne locale, hein, notamment, c'est important pour cette année pour les stocks australiens, puisqu'on parle d'une limite logistique à l'exportation et qu'ils avaient une récolte record. Donc, forcément, les stocks en Australie à fin juin, ils vont être élevés par rapport à l'historique. Donc, si on regarde les stocks à fin juin grands exportateurs blé tendre uniquement, on est sur une situation où, à cause des stocks de 5 millions de tonnes supplémentaires en Ukraine et des stocks en hausse en Australie, on est au global sur une hausse des stocks grands exportateurs de 7 millions de tonnes par rapport à l'an dernier. Donc, si on regarde la vision globalement, sans aller dans le détail, on se dit mais pourquoi est-ce que le marché monte? Par contre, si on détaille ces stocks entre des stocks disponibles et des stocks non disponibles, si on regarde la partie vraiment disponible, elle est en baisse de 2 millions de tonnes par rapport à l'an passé. Une situation certes qui est plus tendue que l'an passé, mais qui n'est pas non plus aussi tendue que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques temps. Le sentiment en ce moment, c'est plutôt de se dire que la situation se détend légèrement par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer au moment du déclenchement de la guerre, notamment parce que l'Inde a beaucoup compensé, notamment parce que la demande baisse, par exemple en Chine. Et donc finalement, une situation qui est très tendue, certes, au niveau des stocks disponibles, mais moins que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques temps. Ça marche, merci. On va se tourner vers la campagne 22-23 maintenant. Et donc, on va parler des intrants. Laurent, peut-être un petit mot sur le bilan français, ça peut être intéressant. Vas-y, rapidement. On y reviendra sûrement à la fin, mais si tu as quelque chose à rajouter. Sur la campagne actuelle, peut-être avant de passer à la nouvelle campagne, non? Je ne sais pas comme tu veux, hein, mais... Allez. Ok. Oui, je rebondis sur ce que tu disais, Hélène, par rapport à la vision des stocks en France. Les parités de prix à destination évoluent énormément en ce moment avec des gros mouvements des marchés à terme, c'est évident. Notamment, ce qui est un peu compliqué, c'est que les marchés indexés à des marchés futurs, comme le prix français ou le prix US, fluctuent beaucoup plus vite que les marchés cash, notamment en mer Noire, comme le roumain. Ce qui est intéressant de noter en ce moment, c'est qu'il y a un gros retour des offres Roumanie-Bulgarie. Des gros volumes offerts sur des prix très agressifs par rapport à l'origine France. Et le blé français qui a été extrêmement demandé quand il y a eu des switches de position après le déclenchement de la guerre et le fait que les bateaux puissent plus charger en Ukraine, c'est en train de changer un petit peu. Et globalement, le blé français est beaucoup moins compétitif que ce qu'on avait il y a 15 jours. Donc aujourd'hui, la vision du bilan français, pour nous, elle est en train de changer. Il y a 15 jours, on était vraiment sur des objectifs d'exportation pays tiers qui étaient assez élevés. Et si on raisonne prix du jour aujourd'hui, la situation est assez différente. Donc, pour nous, ce serait de nature à justifier des nettes révisions à la baisse de l'objectif d'exportation vers les pays tiers et donc à remettre un petit peu de stock en France. Nous, pour le stock français, à la fin juin 21, pour la campagne 21-22, on est à 2,3 millions de tonnes. Donc, ce que je disais, c'est une fourchette basse. Après, c'est pas parmi les plus bas non plus. C'est équivalent à l'année précédente, à la campagne précédente. Ça nous fait un déficit à peu près de 400 000 tonnes. Et pour les exportations françaises, on est à 10 millions de tonnes pour les exportations vers pays tiers. Et j'entends ce que tu dis, Alexandre. Après, je sais que ça a été compliqué pour la Bulgarie et la Roumanie. Ils ont pris un petit peu surtout la Bulgarie, ils ont pris un tout petit peu de retard sur le mois de mars avec pas mal de polémiques sur les stocks et puis les douanes qui ont été un peu réticentes à autoriser les exportations. Ça a un peu ralenti les choses. Après, il y a aussi la Roumanie qui aura moins de disponibilité puisque la Serbie a mis son ban aux exportations roumaines. Donc tout ça, c'est léger, ça amoindrait un petit peu les disponibilités exportables de la Roumanie. Donc on va voir sur l'Afrique du Nord ce que ça donne effectivement dans les prochains mois. Après, il ne reste plus beaucoup d'achats non plus à faire. Ouais, si on raisonne prix du jour aujourd'hui, nous on a du mal à avoir plus de 9 millions de tonnes d'export de blé français vers les pays tiers, vraiment prix du jour. Et ça c'est la vision on va dire plutôt trade, compétitivité prix du jour. Par contre c'est clair que si on regarde le parti plutôt équilibre bilan et global et notamment les matrices d'échange, pour approvisionner l'Algérie d'ici la fin de la campagne, le blé roumain et le blé bulgare ils peuvent pas tout faire. Donc si on raisonne plutôt on va dire bilan et équilibre, il faudrait plutôt plutôt 9,5 millions de tonnes d'export pays tiers français et pas 9 quoi. Donc soit le blé roumain et bulgare il est trop bon marché, soit le blé français il est trop cher. Mais en tout cas c'est vrai que l'écart de prix entre les deux origines il est un peu bizarre aujourd'hui quoi.
Ouais, les disponibilités restent importantes des parts Roumanie-Bulgarie. On pourrait aussi avoir des blés ukrainiens qui passent au milieu, à noter. La chance pour qu'ils restent compétitifs jusqu'à la fin de la campagne paraît assez élevée, c'est mon avis personnel. On enchaîne sur 22-23. Isor, est-ce que tu pourrais nous parler de la hausse des intrants? On parlera ensuite de l'impact que ça aura sur les marges, alors que les semis vont commencer. C'est à toi. Alors, Laurent, c'est clair que déjà la situation géopolitique actuelle, donc elle a un impact certain sur le marché des grains, mais aussi sur le marché des engrais. Et mine de rien, c'est important d'en parler. Quand je parle du marché des engrais, ça va comprendre tout ce qui est engrais azotés et aussi les engrais de fond. Donc déjà, pour faire le point sur la partie engrais azotés, on revient un peu aux bases et au process de production des engrais azotés, sachant que quand je parle des engrais azotés, ça comprend tout ce qui est solution azotée, urée, ammonitrate, CAN27. Ces produits sont fabriqués à partir d'ammoniac, qui est lui-même produit à partir de gaz naturel. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a un impact certain sur les disponibilités de gaz naturel et d'ammoniac, sachant que la Russie est un acteur majeur, un fournisseur majeur en tout cas, sur la scène internationale sur ces deux matières premières. Globalement, pour résumer, on va dire la situation, la Russie, c'est simple, en fait, c'est le plus gros exportateur mondial de gaz naturel, c'est le plus gros exportateur mondial d'ammoniac, c'est aussi à la base le premier fournisseur de gaz naturel en Europe. En France, il y a quand même aussi 21% du gaz naturel qui est importé, qui provient de Russie. Sur l'ammoniac, c'est 26% de l'ammoniac qui est importé, qui provient de Russie en Europe. Donc globalement, le contexte actuel, on est dans un contexte de tension des disponibilités sur ces deux matières premières qui sont nécessaires en fait pour la production d'engrais azotés. Donc ça a généré déjà une tension sur le marché du gaz naturel et sur le marché de l'ammoniac, ce qui a un impact sur tout ce qui est coût de production, tout simplement des engrais azotés. Sachant que la Russie, c'est pas qu'un fournisseur de gaz et qu'un fournisseur d'ammoniac, c'est aussi un fournisseur d'engrais déjà fabriqués et déjà produits. Notamment en Europe et en France, on se source auprès de la Russie pour importer tout ce qui est urée et solutions azotées. Et si on regarde en termes de chiffres, la Russie, c'est même en fait le premier fournisseur normalement en Europe sur tout ce qui est engrais azotés quand on prend les chiffres en cumulé sur urée, ammonitrate et solutions azotées. Donc en fait, on est dans un contexte aujourd'hui de contraction globale de l'offre sur tout ce qui est engrais azotés à l'échelle européenne, mais même à l'échelle mondiale. Donc le marché des engrais a réagi, on va dire, comme n'importe quel marché. Dans un contexte de contraction de l'offre, il y a un travail de rationnement de la demande à faire et on a vu du coup une flambée des engrais azotés notamment depuis le début du conflit. Donc là, j'ai mis les prix de l'urée parce que l'urée, c'est le marché qui fait référence sur les engrais azotés à l'échelle mondiale. C'est le produit azoté qui est le plus utilisé dans le monde. On a atteint aujourd'hui des records de prix sur le marché de l'urée. C'est le cas aussi sur le marché de la solution azotée et sur le marché de l'ammonitrate. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, dans le contexte actuel, quel est l'impact sur les prochaines récoltes. Le conflit géopolitique a un impact majeur sur la récolte plutôt 2023. Beaucoup moins sur la récolte 2022, sachant qu'à mi-février, globalement, les achats d'engrais pour 2022 étaient faits ou quasiment faits. Après, il faut quand même avoir en tête que même avant le conflit géopolitique, on était déjà dans un contexte de tension sur le marché des engrais, des niveaux de prix qui étaient déjà élevés et on était déjà dans un risque potentiel sur la récolte 2022, pourquoi pas d'une baisse des applications azotées. Bon, maintenant, le conflit géopolitique actuel, il surenchérit le risque sur la récolte 2023 et le risque qu'il y a, c'est un risque tout simplement de disponibilité d'engrais azotés. La question, c'est est-ce qu'on aura suffisamment d'engrais azotés pour cette récolte 2023 donc ça, automatiquement, ça implique derrière un risque de baisse des applications azotées, sachant qu'une baisse des applications azotées aurait un impact derrière sur le rendement. Donc il suffit de mettre 30 unités d'azote en moins à l'hectare sur les blés pour avoir une perte quand même de 5% du rendement, et moins on met d'azote, plus on a un impact qui est dégressif sur le rendement. Ça, c'est l'impact rendement. Il y a aussi un impact qualité, parce que l'apport azoté a aussi un impact sur la qualité des grains produits, je pense notamment en blé, sur le taux de protéines. Donc ça, c'est le risque qui existe déjà sur la récolte 2023, un risque au vu des dispos engrais, un risque rendement et risque qualité. En plus de ça, on a aussi un risque
sur les marges d'exploitation. Parce que les coûts de production des grains, de façon générale, ont énormément augmenté au vu de la hausse des charges, et notamment sur les engrais. Donc ici, on vous a mis la hausse du coût de production sur les différentes céréales oléagineux, en prenant seulement la variable engrais. Donc la hausse, elle est énorme, et c'est important de noter qu'on a pris seulement la variable engrais, parce que on n'est pas seulement sur une hausse des engrais, en fait. On est sur une hausse globale des charges d'exploitation, et ça comprend aussi tout ce qui va être fuel, phyto, etc., etc. Donc, si on fait une analyse globale d'une estimation des coûts de production, notamment là en blé, pour la récolte 2023, dans le contexte actuel, en fonction du prix de la solution azotée et du GNR, on serait sur un coût de production en blé actuellement autour des 235 € la tonne. Alors que l'année dernière, à la même période, on n'était même pas sur des coûts de production à 190 € la tonne. Donc attention, parce que le référentiel cette année n'est plus du tout le même en termes de perspective déjà de vente pour les agriculteurs, et c'est un risque énorme aujourd'hui, le risque de marge d'exploitation. Donc juste pour la partie azotée, l'idée c'est de se dire que le marché des engrais a extrêmement flambé parce qu'il y avait un travail de rationnement de la demande à faire dans le contexte de contraction de l'offre mondiale. Aujourd'hui, on rentre plutôt dans une phase de consolidation du marché et de stabilisation du marché sur les niveaux actuels, parce qu'on commence à avoir justement un rationnement de la demande. Le risque, il est particulièrement élevé sur la récolte 2023, et c'est un risque de disponibilité d'engrais qui pourrait impacter le rendement et la qualité, et un risque aussi sur les marges d'exploitation. Pour parler un peu aussi des engrais de fond, quand on parle des engrais de fond, on entend le marché de la potasse et le marché du phosphate. Faut savoir que la potasse, il y a 3 gros exportateurs mondiaux de potasse: la Biélorussie, la Russie et le Canada. La Biélorussie, ça fait déjà plusieurs mois que plusieurs pays, dont notamment d'ailleurs l'Europe, ne s'approvisionnent plus sur cette origine-là pour des raisons géopolitiques. Aujourd'hui, pareil, du coup, pour des raisons géopolitiques, on ne s'approvisionne plus auprès de la Russie pour la potasse. Donc automatiquement, pareil, ça contracte énormément le marché, ou l'offre mondiale en tout cas, de potasse, sachant que la Russie et la Biélorussie, ça représente à peu près 35% des échanges mondiaux. Donc, on a observé, pareil, une flambée extrême des prix du marché de la potasse, et aujourd'hui, on est sur des records de prix en potasse. Et la question, c'est pareil, où est-ce qu'on va pouvoir trouver des disponibilités de potasse, sachant que la potasse, c'est extrait de mines de potasse, et qu'une mine de potasse, on ne peut pas la lancer en activité du jour au lendemain. En plus de ça, sur le marché du phosphate, les principaux exportateurs de phosphate, ça va pas être la Russie, ça va être majoritairement le Maroc, la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Mais on était déjà dans un contexte, avant même le conflit en mer Noire, déjà de petite disponibilité, dans le sens où la Chine limite ses exportations de DAP, donc de phosphate. La Russie, ça reste quand même un acteur aussi important sur le marché du phosphate. Typiquement, quand on regarde les importations de DAP en Europe, c'est quand même le 2e fournisseur de DAP en Europe. Donc, on est aussi globalement dans un contexte en fait de contraction de l'offre, et c'est pour ça aussi qu'on observe une flambée du marché du DAP et du phosphate, et qu'on est aujourd'hui sur des records de prix. Donc finalement, si on résume en fait la situation sur les engrais, que ce soit sur les engrais azotés ou même sur les engrais de fond, il y a un risque énorme qui touche majoritairement la récolte 2023 sur les disponibilités, et qui pourrait avoir un impact donc automatiquement sur le rendement, sur la qualité. En plus de ça, donc un risque sur les marges d'exploitation, et ça sous-entend aussi un risque sur les perspectives d'assolement en fait pour 2023. Est-ce que en fait les cultures qui sont finalement les moins consommatrices d'azote pourraient être favorisées pour la récolte 2023 au vu de la situation actuelle finalement sur les charges d'exploitation, et notamment sur le marché des engrais? Ok, merci. Et alors, pour 2023, de votre côté, chez Stratégie Grain, je sais que vous étudiez les marges aussi. Vous avez des éléments à apporter peut-être? On ne t'entend pas, Hélène.
Tu as le micro. Ça devait arriver, pardon. C'est plutôt sur 2022. La grande question, c'est quand est-ce que les agriculteurs se sont approvisionnés, quand est-ce qu'ils ont contractualisé pour l'azote. Et si on regarde en fait pour la solution azotée, en juin, elle était à 308 $ tonne, et puis en octobre, ça avait doublé. Donc ceux qui se sont approvisionnés 100% à l'été, on peut prévoir vraiment des très belles marges. Ceux qui ont fait un mixte entre l'été et l'automne, ça reste quand même sur des niveaux de marge qui sont supérieurs à la moyenne quinquennale. Par contre, pour ceux qui se sont surtout couverts à l'automne, la situation est nettement plus compliquée, quoi. Mais bon, ça c'est des marges brutes, ça prend pas en compte les charges de mécanisation. Mais voilà, pour ceux qui se sont couverts surtout sur l'été, les prix leur permettent de dégager des marges bien nettement supérieures à ce qu'on a observé ces dernières années. Alexandre, de ton côté, vous avez étudié la question, j'imagine. Pas forcément un commentaire en plus à apporter par rapport à ce qui était dit auparavant sur le sujet. Ouais. Ça marche. Ok. Merci. On va maintenant se pencher sur la météo, rapidement, sur l'état des cultures dans le monde avant les récoltes attendues pour cet été, dans l'hémisphère nord. Bon, on a une situation mondiale qui, globalement, paraît au global assez bonne. Il y a des inquiétudes importantes sur les plaines aux États-Unis. On sait déjà qu'il va y avoir des très gros soucis à la récolte au Maroc, en Tunisie. Mais bon, si on regarde globalement la carte du monde, on n'a pas d'inquiétude majeure, a priori, sur récolte 2022 par rapport à 2021 dans l'hémisphère nord. Comment est-ce que vous voyez les choses? Commencer par Alexandre cette fois. Oui, tu as déjà un petit peu introduit le sujet. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est la situation américaine où on était très très inquiets sur les situations sur les blés HRW avec des conditions de culture qui étaient très très mauvaises. On voit malgré tout quand même que depuis 3 semaines, on a un peu un changement de pattern, on va dire, sur les conditions météo. Il y a des pluies régulières depuis 3 semaines. Et le blé américain a quand même prouvé par le passé qu'il était capable de finir pas trop mal, malgré un déficit qui était catastrophique. Donc cette année, ça va encore être le cas. On est sur une situation qui ressemble un peu à l'an passé, en plus extrême, on va dire. Le sec a duré plus longtemps, mais les pluies ont été assez conséquentes. Donc nous, on était parti sur une hypothèse de rendement assez bas en blé d'hiver américain, mais plutôt tendance à remonter un petit peu le chiffre de production aujourd'hui avec les dernières pluies par rapport à la prévision qu'on avait il y a 1 mois. Voilà. On surveillera quand même ce qui se passe également au Canada, vu que on est loin des semis, etc., mais c'est clairement encore bien sec par rapport à d'habitude. Le Montana, c'est pareil, donc il faudra de l'eau également sur ces zones de production-là pour les blés de printemps. Après, sur les autres zones de production, pour l'instant, on n'est pas trop inquiet. Aussi, ça se passe très bien. Europe, c'est un peu sec. L'Espagne, c'était très sec, c'était pas bon du tout, mais il a plu pas mal. Donc, c'est pareil, quelle capacité des blés à rattraper le potentiel, on peut se poser la question. On fera peut-être pas une année normale, mais ça sera sûrement moins pire que ce qu'on pensait. Et puis, la grosse question, c'est le Maroc, où c'était catastrophique et il a plu un petit peu, il a plu pas mal depuis 3 semaines. Bon, là, ça semble trop tard pour rattraper le potentiel de production dans ce pays-là. Après, l'écart entre une mauvaise année et une très très bonne année au Maroc en termes de production sur les chiffres d'import, c'est à peu près 1,5 million de tonnes. Donc c'est pas négligeable du tout au niveau du commerce mondial, mais c'est pas non plus, c'est pas aussi important que des variations de production chez des pays exportateurs, quoi. Et je terminerai peut-être en disant qu'un des points à souligner, c'est la situation au Moyen-Orient aussi. L'an dernier, un des gros problèmes et une des grosses surprises qu'ont tendu le bilan, c'est quand même la grosse hausse des besoins à l'import sur cette zone-là. Turquie, Pakistan, Iran, etc., Irak. Pour l'instant, ça ne part pas forcément terrible pour la nouvelle campagne sur cette zone-là. Un peu moins pire que l'an dernier, mais pas terrible. Donc, est-ce qu'on aura encore des gros chiffres d'import au Moyen-Orient? Ça va être une des clés également pour le bilan pour l'an prochain. Avec une zone nord de l'Irak, Syrie, qui enchaîne les sécheresses depuis plusieurs campagnes maintenant, qui est vraiment... Ça semble assez catastrophique. Hélène, de ton côté, tu apportes l'éclairage de la stratégie grain?
Alors moi, je partage le point de vue d'Alexandre. Après, pour la France, on estime que la sortie d'hiver, enfin la fin d'hiver sèche, n'a pas été négative sur les rendements à ce stade. Là, on voit qu'il pleut sur pas mal de régions françaises. Donc, pour l'instant, nous, on ne révise pas en baisse notre rendement. Et puis, en général, pour l'Europe, Alexandre a bien expliqué un petit peu le changement qui s'était effectué en Espagne, avec une situation qui s'améliore franchement après avoir été assez inquiétante. Le seul bémol que je pourrais mettre, c'est pour la Turquie. Je trouve que les conditions sont bonnes. Elles sont évidemment bien meilleures que l'an dernier, mais je suis plutôt optimiste pour la Turquie. Après, je suis nettement moins pour les pays à l'est de la Turquie. Et je reviens peut-être sur la Chine. Ouais. C'est très intéressant la Turquie parce que il y a à la fois des causes à mon avis structurelles et conjoncturelles. Donc l'an dernier, on sent que structurellement il y a des baisses de surface et il y a des baisses de potentiel de production qu'on n'explique pas forcément par des raisons claires. Mais on voit clairement que le pays il apporte de plus en plus à la production officielle qui ne baisse quasiment pas. Il y a quand même les exports de farine n'en vont pas tellement, donc il y a un souci dans le bilan et c'est probablement la production qui baisse de manière tendancielle, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a les deux aspects à prendre en compte. Il y a à la fois les conditions météo de l'année, mais à la fois cette baisse tendancielle de production qu'on a du mal à comprendre et qui fait quand même que les imports du pays sont passés de 5 millions de tonnes à 10 millions de tonnes en 3 ans. Quoi. Ouais, alors moi, j'enlèverais l'année dernière. C'était quand même une année tellement particulière. La récolte 2021 a été tellement mauvaise en Turquie que elle ne peut pas permettre de dégager vraiment une tendance, quoi. Et puis il y a aussi les flux de population qui ont beaucoup augmenté en Turquie ces dernières années, qui peuvent aussi participer à augmenter le besoin d'importation. Sur la baisse tendancielle de production, il me semble qu'il y a une partie de la réponse qui réside dans les marges, avec le coton qui a pris pas mal de surface ces dernières années, ainsi que d'autres cultures. On passe sur la Turquie. Je voudrais parler de la Chine rapidement, puisque la Chine qui, théoriquement, nous dit toujours que les conditions de culture sont exceptionnelles. Cette année a annoncé il y a quelques semaines qu'il y avait des gros soucis sur les blés d'hiver. On sait qu'il y a eu des problèmes au semis, mais quand on regarde les NDVI, aujourd'hui, a priori, il ne semble pas y avoir d'inquiétude majeure. En tout cas, je ne sais pas comment vous lisez cette situation de votre côté. Pour la Chine, c'est vrai que les conditions de semis ont été vraiment très très compliquées avec énormément de pluie à l'automne. C'était pas possible d'effectuer les semis dans de bonnes conditions. Après, pour ce qui avait été semé, c'était compliqué. Ils avaient vraiment les pieds dans l'eau. Et puis je suis d'accord avec toi, pour les indices de végétation depuis le début de l'année 2022, ça ne semble pas inquiétant. Donc, est-ce que c'est les surfaces, un taux d'abandon de surface supérieur aux années précédentes? C'est possible à ce stade, c'est difficile d'en dire plus. Je n'ai pas plus d'éléments à apporter que Hélène. Hein. Difficile de savoir ce qui se passe en Chine. C'est vrai que quand on regarde les cartes, ça n'avait pas l'air d'être catastrophique aujourd'hui. Et donc on est très surpris par la communication du ministère qui a, comme tous les pays importateurs, aucun intérêt à tirer la sonnette d'alarme avant d'avoir mal. Donc bizarre, surprenant. Oui. Si on fait une synthèse rapide, comment est-ce qu'on voyait les choses si on fait sur les principaux exportateurs ou même la situation mondiale en termes de production mondiale, comment est-ce que vous voyez les choses en quelques mots, parce que je pense qu'on a oublié de parler d'un pays producteur, c'est l'Ukraine. Et c'est vraiment difficile d'en parler. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire chez Talage, c'est d'appliquer une baisse de 60% du rendement par rapport à la tendance. Donc évidemment, c'est une baisse drastique. Les surfaces aussi, c'est très, très compliqué de voir si elles vont être réellement récoltées. Mais clairement, l'Ukraine, la situation est très, très délicate pour la récolte 2022. Et alors, en prenant en compte cette baisse drastique sur la récolte totale, ou au moins des principaux exportateurs, finalement, qu'est-ce que vous attendez à quoi? Finalement, il devrait peut-être y avoir un rebond vu les récoltes catastrophiques qu'on a eues l'année dernière. Total blé, récolte totale blé 2022, oui.
Alors pour la récolte 2022, au niveau monde de Total Blé, on prévoit une hausse de 12 millions de tonnes. Ça fait un niveau de quasiment 750 millions de tonnes. C'est une petite hausse. Vraiment, c'est très mesuré, quoi. Malgré le fait que l'année dernière, les récoltes étaient très mauvaises dans beaucoup de pays. Et malgré un chiffre de production très bas en Ukraine, 12 millions de tonnes de hausse de production au global. Oui, avec le Canada et les US qui remontent fortement, très fortement. Okay. Nous, on n'a pas de prévision monde, on travaille que des prévisions grands exportateurs. La question de la production en Ukraine, Hélène l'a bien soulevé, c'est extrêmement compliqué d'avoir une estimation aujourd'hui. On pense quand même que la situation sera moins pire, l'impact sera moins pire sur les blés que sur les maïs. Mais bon, pour l'instant, on a du mal à savoir à quel niveau il faut baisser notre chiffre de production. Donc pour l'instant, on n'a pas baissé du coup. On est resté sur le chiffre de production initial en disant ce chiffre-là, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il faut mettre 20 millions de tonnes de production? Est-ce qu'il faut mettre moins? On ne sait pas trop. Donc le chiffre de production initial, c'était 27 millions de tonnes. Donc on sait que ce chiffre est faux, mais on ne sait pas combien il faut le baisser. Et en prenant ce chiffre-là, donc qui est faux, il faut le garder en tête, on avait un chiffre de production de grands exportateurs qui montait de 1 million de tonnes par rapport à l'an dernier. Donc par exemple, si on met la production ukrainienne à 20 millions de tonnes, et ben, on serait 6 millions de tonnes en dessous de l'an dernier en termes de production de grands exportateurs. Sachant qu'il y a un biais majeur là-dedans, c'est évidemment l'Australie, puisque pour l'instant on met une production sur un niveau normal, c'est-à-dire 26 millions de tonnes, alors qu'on a fait 37 l'an dernier. Donc évidemment, l'Australie, ça peut être 16 millions de tonnes ou 36, donc ça change complètement la vision sur les chiffres de production de grands exportateurs. Et blé tendre uniquement, tout ça. Ouais, il nous reste très peu de temps. Merci pour ces éclairages sur la récolte à venir. On a déjà parlé de la demande sur la fin de campagne 21-22. J'imagine que les conclusions qu'on va avoir en tout cas les hypothèses plutôt, qu'on va avoir sur 22-23 vont être similaires. On sait que les prix sont particulièrement élevés. Il faut voir à quel point est-ce que ça va rationner la demande. Peut-être revenir un petit peu là-dessus sur la partie feed et sur la partie food aussi, et peut-être un mot sur les biocarburants. Je vous laisse la parole. Hélène, je t'en prie. Pour la partie feed pour 22-23, nous, on a révisé en baisse à peu près de 3 millions de tonnes la demande. C'est une baisse qui est modérée. On pense que le potentiel de baisse pourrait être plus important par rapport à ce qu'on a vu depuis ces dernières semaines. Voilà ce que je peux dire pour la demande. Et puis les pays qui sont les plus impactés, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est pour les pays pour lesquels ça sera le plus compliqué. Après, c'est un peu comme sur le panorama 21-22. Pour l'Asie, ils ont la chance de bénéficier de l'excellente récolte australienne et qui au-delà de juillet, permettra quand même d'assurer. Donc une croissance démographique qui continue de maintenir la demande food si on regarde à l'échelle mondiale finalement. C'est les hypothèses que vous maintenez pour le moment. Okay. Mais une croissance plus modérée que ce qu'on avait pu anticiper avant le conflit. De ton côté, Alexandre? Nous, pour l'instant, on met un commerce mondial pour la nouvelle campagne en hausse de 3 millions de tonnes, un nouveau record de 173 millions de tonnes en blé tendre, avec plusieurs éléments qui justifieraient ça. Pour l'instant, on considère encore que la Chine achète moins sur l'ancienne campagne, mais il y a quand même son quota à faire sur l'année 2022. Donc, s'il achète moins l'ancienne campagne, ça sera plus de nouvelles campagnes. Donc, on monte les chiffres d'importation en nouvelle campagne à 10 millions de tonnes. Okay. Le Maroc importera plus, évidemment. Une des clés à suivre sera évidemment le Moyen-Orient, savoir quels sont les niveaux d'importation, mais peut-être que des pays comme l'Irak pourraient importer un petit peu plus. Et puis, on pourrait avoir une compensation de la part de certains pays qui ont acheté moins en 2021 du fait des prix élevés et de l'inverse de marché. On pense notamment à l'Égypte, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que malgré des prix qui sont record hauts, on considère qu'on pourrait avoir une demande globale, un commerce mondial qui pourrait être en hausse en nouvelle campagne d'environ 3 millions de tonnes. Sur la consommation feed, on a baissé les chiffres un petit peu de consommation feed, comme vous Hélène, à peu près 1 million de tonnes chez les grands exportateurs pour l'instant, en attendant de voir s'il faudra baisser davantage ou pas. Si on regarde,
il nous reste très peu de temps, mais on va essayer de conclure rapidement. Si on regarde ces besoins mondiaux face aux prévisions de récolte, comment est-ce que vous voyez la situation des bilans de votre côté chez les principaux exportateurs en fin 22-23, avec toutes les incertitudes qu'on connaît bien sûr, mais peut-être que vous avez un éclairage sur ces aspects-là. Chez Talage, pour le bilan mondial de blé tendre, on prévoit que les stocks pour 22-23 vont être un peu en baisse par rapport à 21-22, alors que, en fait, avant l'apparition du conflit, on prévoyait une détente du marché mondial du blé sur la campagne à venir. Et en fait, cette guerre et ces problèmes de production et d'exportation en mer Noire, ça fait finalement, on prévoit une tension un tout petit peu plus importante finalement en 22-23 qu'en 21-22. Donc le panorama pour la prochaine campagne a radicalement changé avec ce qui s'est passé, avec la guerre. Nous, c'est pareil, on met des stocks grands exportateurs qui sont en baisse par rapport à 21-22. Je rappelle qu'en 21-22, le problème, c'est qu'on a des gros stocks théoriques, puisqu'on a des stocks immobilisés en Ukraine et en Australie. Donc, les stocks grands exportateurs baissent par rapport à 21-22, mais seraient un peu plus tendus que 19-20 et 20-21, mais pas forcément beaucoup plus pour l'instant. Une situation qui est bien tendue, mais voilà, qui n'est pas non plus... qui serait une des plus tendues des 4 dernières années, mais qui serait pas. Est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça justifie des niveaux de prix qui sont quand même aussi élevés que ça aujourd'hui? Est-ce que ça justifierait les prix? Les niveaux de prix qui sont l'écart de prix qu'on a aujourd'hui par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Quand on regarde nos stocks grands exportateurs prévus en 22-23, pour l'instant, on n'est pas sur des écarts de stocks qui sont aussi énormes que ça. Ouais, ok. Donc, ce que vous êtes en train de dire un peu tous les deux, finalement, c'est quand on regarde la situation de marché actuelle sur 22-23, ça ne justifie pas vraiment les niveaux de prix actuels. C'est bien ça? Oui, nous on prévoit un potentiel de baisse des prix pour la nouvelle campagne. Après, le potentiel de baisse des prix, il n'est pas hyper important non plus, comme on l'expliquait avec Alexandre, parce qu'on prévoit quand même une tension vive sur la prochaine campagne, et plus vive qu'en 21-22. Néanmoins, les prix sont à un tel niveau qu'on pourrait perdre $30 sur les prix français, que ça paraîtrait absolument pas choquant. Ça resterait des prix très élevés. Oui, et puis... nous, on met un petit peu on prend un peu de hauteur par rapport à la capacité du bilan 22-23 aujourd'hui de prévoir l'évolution des prix. On va être au début de la période de weather market. On n'a absolument pas de place pour avoir un problème météo, donc ça peut biaiser les bilans. On est sur des niveaux d'hypothèse de production en Russie qui sont quand même assez élevés. On met 37 millions de tonnes d'export de blé en Russie pour l'an prochain. Si ça ne se normalise pas sur les moyens de paiement, ça peut être difficile à faire. Donc il y a encore beaucoup. Et puis l'Ukraine, évidemment, est-ce que ça va être 15 millions de tonnes de production, 20 ou 25, personne n'en sait rien. Donc aujourd'hui, la vision prédictive des prix par rapport au bilan 22-23, elle est compliquée, quoi. C'est très compliqué, oui. Avec une incertitude aussi sur les prix du pétrole qui reste fortement corrélé au prix des céréales. Ok, bon, il est 10h30, on a fait le tour, ça a été assez dense. Je vous remercie beaucoup. Merci Isor, merci Hélène, merci Alexandre, je t'en prie, vas-y. On peut ajouter un petit lien. Peut-être la conclusion qu'on donnerait en ce moment, nous, sur les fondamentaux, c'est on sent peut-être un alourdissement légèrement en ancienne campagne, avec des ventes américaines qui sont insuffisantes. Cette question sur la compétitivité du blé français qui est en train de se dégrader et qui pourrait faire perdre un petit peu de perspective d'export par rapport à ce qu'on imaginait. Donc un peu d'alourdissement en ancienne campagne. Et en nouvelle campagne, la demande commence à se couvrir en nouvelle campagne, ce qui est assez original et c'est assez tôt par rapport à d'habitude. Mais après, en termes d'atterrissage par rapport au bilan et par rapport au niveau de prix, c'est encore extrêmement compliqué vu la période de l'année, quoi. Oui. Ok. Si on doit respecter l'horaire, on va s'arrêter là. On va prendre une question. Question de Edouard Talland qui nous demande pourquoi est-ce que la Chine communique tant sur le fait que la situation de ces blés n'est pas très encourageante pour le moment. Ils ont même dit qu'il serait au plus bas historique. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais vous avez une hypothèse là-dessus? Je vous écoute. Difficile.
Ouais, pour moi, c'est un peu un mystère. Je comprends pas très bien ces annonces. Après, je voudrais pas être parano, mais bon, vu le contexte actuel, on se demande quel est l'intérêt de la Chine à faire de telles annonces et si ça profite à quelqu'un. D'autant que la levée des restrictions sanitaires sur les virus, c'est là que tu vas, Hélène, j'ai l'impression. C'est toi qui l'as dit. Alexandre? Non, franchement, pas d'idée pour. C'est Ouais. difficilement compréhensible, donc pas d'idée là-dessus. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, merci à tous, merci à vous qui nous avez suivis pendant cet échange. Et bonne journée à tout le monde. Un grand merci à tous nos intervenants pour ce webinaire très intéressant. Vous pouvez nous donner votre sentiment par rapport à ce webinaire via l'enquête de satisfaction et vous recevrez très prochainement un email avec les réponses aux différentes questions qui sont arrivées pendant le webinaire ainsi que le contenu et les slides et vous pourrez réécouter si vous avez manqué le début ou la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre intervention et à très bientôt pour un prochain webinaire chez Refinitiv. Bonne journée. Merci.